Bourse au live, les rencontres, merci d'être avec nous sur Boursorama. Très heureux de vous accompagner tout au long de ce e-salon où vous découvrez, vous rencontrez des gestions, des sociétés de gestion et des opportunités de placement inéditées. Nous sommes aujourd'hui avec David Olivier Azoulay. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, gérant allocataire chez Amundi Asset Management. On va parler de votre offre, on va parler notamment de PEA profilé précisément. Vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. Peut-être d'abord un petit mot pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui n'auraient pas encore idée de connaître Amundi et notamment Amundi Asset Management. Expliquez-nous un petit peu, représentez-nous un peu la maison. Très bien. D'abord et avant tout, Amundi, c'est une entreprise française, puisque notre principal actionnaire est le Crédit Agricole. Oui. Alors, Amundi, c'est une société de gestion d'actifs. Nous sommes le leader en France de la gestion d'actifs. Nous sommes le leader européen de la gestion d'actifs en Europe. Et nous sommes l'un des 10 premiers acteurs mondiaux. Donc, Amundi, comme j'ai pu vous le dire, c'est un grand groupe. C'est des gros chiffres. On travaille sur toutes les classes d'actifs, les actions, les obligations, les devises, l'immobilier, la dette privée, le private equity. Donc vous voyez, on couvre l'ensemble. Complètement le spectre, effectivement. Exactement, de l'investissement et pour les investisseurs. Et donc, on est amené à pouvoir justement gérer des poches, et notamment les PEA pour les clients de Boursorama. Combien de milliards d'euros d'actifs sous gestion? Ça, c'est parler de gros chiffres, ça c'en est un gros en l'occurrence. Les chiffres, on va rentrer dans les chiffres dans le détail. Donc, Amundi est une société cotée. Donc, au 30 mars 2023, Amundi, c'est 1943 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Donc voilà, vraiment des gros chiffres, 100 millions de clients à travers le monde. Nous sommes présents dans 35 pays, avec 5400 collaborateurs. Donc nous avons une expertise à la fois locale et globale. Bien sûr. Votre regard justement rapidement, on y reviendra peut-être un petit peu en fin d'entretien, mais dans un premier temps, rapido, sur la situation macroéconomique aujourd'hui. Effectivement, vous accompagnez un certain nombre d'investisseurs, professionnels et privés, particuliers, sur ce qui se joue en ce moment finalement, les particuliers aujourd'hui qui n'ont pas forcément tous les outils d'analyse que vous avez, ils ont de quoi être déstabilisés d'une certaine manière aujourd'hui. Tout à fait. C'est vrai que l'année a été le théâtre d'un grand nombre d'événements macroéconomiques et microéconomiques également, avec pas mal de surprises, des surprises positives. On en avait déjà eu l'occasion d'en parler sur ce plateau, ne serait-ce que la réouverture de la Chine, début d'année, qui a eu un formidable élan pour les actions européennes, qui sont aussi très liées à ce marché économique. Nous avons également eu un recul de l'inflation, et notamment du fait de la baisse des prix du coût de l'énergie. Donc finalement, ce que l'on avait pu prévoir fin 2022 n'est pas venu. On n'a pas eu cette crise énergétique qu'on a pu connaître en Europe. Donc ça a permis de rendre un peu de pouvoir d'achat. Donc on ne se trompe pas non plus. Évidemment, l'inflation est forte, les prix des matières restent élevés, mais c'est vrai que ce choc énergétique qui aurait pu avoir une incidence très forte sur l'inflation a été un peu déjoué. On a eu des surprises négatives. Évidemment, SVB, Silicon Valley Bank ou Signature Bank, qui sont des banques régionales américaines qui ont connu la faillite. Donc ça, c'était vraiment des événements un peu inattendus. À ça, on a eu la négociation du plafond de la dette américaine. Alors pour faire court, le gouvernement américain a besoin de renégocier son plafond au Parlement pour pouvoir payer finalement les fonctionnaires et payer sa dette aussi, ce qui est quand même très important. Et comme à chaque fois, on a dû arriver un peu au bout du bout pour la négociation, ce qui fait un peu peur au marché. Ça crée de la volatilité. Alors la volatilité, pour expliquer très succinctement à nos clients et nos jeunes auditeurs, investisseurs, la volatilité, c'est lorsque vous avez un mouvement de marché à la hausse ou à la baisse sur un temps très court. Donc parfois c'est intéressant la volatilité, ça vous permet de revenir sur le marché ou d'en sortir, mais inversement, ça peut créer un peu de stress. Parce que par définition, c'est jamais prévu. C'est tout à fait ça. Voilà. Et justement, vous expliquez, et vous le disiez d'ailleurs très bien, effectivement, il y a eu des mouvements un peu imprévus, un peu improbables, sur des sujets sur lesquels on ne s'attendait pas forcément. Notre sujet aujourd'hui, on va y revenir dans un instant, c'est l'accompagnement par un expert sur le PEA, mais de manière générale, c'est une formidable opportunité, j'imagine, pour vous, au sens large finalement, de revaloriser l'expertise de votre métier aujourd'hui de gestionnaire. Exactement, et c'est ce que j'aurais voulu vous préciser également, c'est
c'est que ces événements macroéconomiques sont assez complexes. Bien sûr. Je ne vous ai pas parlé des banques centrales. En milieu du mois de juin, on a eu des annonces de banques centrales, que ce soit la Fed ou la Fédérale Réserve américaine ou la Banque Centrale Européenne. L'une a décidé de faire une pause dans sa hausse des taux, l'autre maintient sa politique de hausse de taux. Ces événements sont des événements assez compliqués à appréhender. Et donc c'est tout l'intérêt pour moi, qui m'appuie sur Amundi Institute, qui est une entité du groupe Amundi qui a été créée en 2022, et composée d'économistes, de stratégistes, et qui me donne en fait ces éléments pour pouvoir gérer l'allocation, tout simplement dans l'offre PEA profilée que je représente aujourd'hui. Et on va en parler, effectivement. On va donc parler de PEA. On dit d'ailleurs que c'est une des enveloppes les plus intéressantes quand on souhaite finalement investir. Peut-être d'ailleurs quand on veut démarrer un peu en matière d'investissement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça aujourd'hui ? Exactement. C'est l'une des enveloppes fiscales les plus avantageuses aujourd'hui. Alors elle est un peu technique, un peu complexe, mais c'est vrai qu'effectivement, l'ouverture d'un PEA est peut-être un bon conseil que l'on peut apporter encore une fois à nos jeunes auditeurs, peut-être qui n'ont pas d'enveloppe PEA, pour rappeler peut-être un peu. Alors oui, on va réexpliquer justement comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, peut-être d'ailleurs ce que ça veut dire, c'est toujours la question un peu piège que je pose à nos invités, qu'est-ce que veut dire PEA ? En tout cas, comment est-ce que ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Le PEA, le plan d'épargne en action, comme son nom le définit. Bravo, bien, c'est une enveloppe fiscale réglementée qui vous permet d'acquérir des actions, alors françaises ou européennes, avec quelques ajustements pour européens. Il y a certains pays qui sont exclus. Mais globalement, grâce à cette enveloppe réglementée, vous avez, avec une certaine durée de détention, une optimisation fiscale. C'est pour ça qu'on parle d'une enveloppe fiscalement intéressante pour pouvoir placer son épargne de long terme, puisqu'on parle d'actions également. Et donc, vous avez des étapes à 5 ans et à 8 ans pour pouvoir optimiser cette enveloppe fiscale. Oui. Quand on ouvre un PEA, finalement, quand est-ce qu'on doit le faire ? Quand est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'il y a un bon moment, finalement, dans sa vie d'investisseur, d'épargnant aujourd'hui pour le faire ? J'ai envie de vous dire, au plus tôt au mieux. Oui. Voilà, jeunes investisseurs, je parle un peu de mon expérience. Moi, j'avais un PEA dès mes 18 ans. L'enveloppe fiscale du PEA est une enveloppe qui est finalement assez simple à ouvrir. L'intérêt, c'est de prendre date. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Le fait qu'il y ait des jalons d'optimisation fiscale à 5 ans et à 8 ans, il est intéressant de prendre date au plus tôt. Bien sûr. Au plus tôt, ça ne veut pas forcément dire de mettre des sommes considérables dans son PEA. Un PEA, ça s'ouvre avec quelques euros, peut-être une dizaine d'euros même. Il suffit donc de l'ouvrir, de placer ce versement sur même le compte espèce du PEA, et la date court à partir de ce moment-là. Donc si nos jeunes auditeurs n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de faire une épargne de long terme et de pouvoir investir dans les PEA sur des supports investis ou sur le PEA profilé, en tout cas l'intérêt c'est d'ouvrir et de prendre date dès maintenant. Mais juste un petit point, je préfère quand même que nos éditeurs se retournent vers leurs conseillers ou conseillères bancaires qui seront sûrement plus à même de répondre à toutes les subtilités de cette enveloppe fiscale et seront ravis, j'en suis sûr, de leur répondre. En l'occurrence. Simplement pour terminer peut-être sur la compréhension du mécanisme même du PEA, donc effectivement c'est une enveloppe fiscale, mais dans quoi moi finalement, allez je dépose 100 € tous les mois sur mon PEA, comment ça se passe de l'autre côté ? Où est-ce que vous allez récupérer l'argent, j'imagine ? Est-ce que vous allez l'investir ? Et dans quoi finalement vous l'investissez aujourd'hui ? Comment ça fonctionne très concrètement ? Exactement, eh bien lorsque je reçois des flux, une souscription dans le cadre de le PEA profilé, je vais investir ces fonds en fonction d'une allocation qui aurait été prédéfinie. Bien sûr, on profile les clients et afin de justement pouvoir placer ces fonds sur des titres. En l'occurrence ici, c'est plutôt des fonds communs de placement ou voire des ETF, afin de pouvoir créer l'allocation la plus adaptée à un moment donné. D'accord. Et en l'occurrence, quel
place ça doit prendre aujourd'hui dans un portefeuille d'investissement? Est-ce qu'on doit n'avoir que des PEA? On peut faire que ça? Avec quoi finalement on peut le compléter aujourd'hui quand on veut avoir, entre guillemets, un peu de rendement, un peu de sécurité malgré tout, un peu de disponibilité aussi en matière de liquidité? Alors effectivement, c'est important et ça, c'est tout le rôle de votre conseiller bancaire, c'est de pouvoir justement appréhender au mieux votre patrimoine financier. Bien sûr. Et en fonction de l'âge et de votre horizon d'investissement, on pourra donner une bonne proportion entre les actifs plutôt risqués, qui sont ceux qui vont intégrer globalement le PEA, et vos actifs liquides nécessaires à votre vie courante, vos besoins de fonds de roulement. Et donc, toutes ces proportions vont être... Alors, généralement, il y a des questionnaires qui sont maintenant assez bien faits, assez automatisés, et qui vous permettent de se dire, voilà, vous pouvez aller épargner une certaine somme sur une durée un peu plus longue et prendre un peu plus de risques. Mais ça dépendra évidemment des réponses de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut le faire soi-même avec un PEA? Est-ce qu'on a intérêt à le faire d'ailleurs soi-même? Alors, investir soi-même, oui, on peut le faire, évidemment. Mais, alors par expérience, j'ai souvent observé que finalement, les PEA de personnes qui n'ont pas la compétence technique suffisante étaient finalement des PEA investis avec une absence de diversification. Et ça, c'est important parce que c'est... alors l'adage est connu et je pense que ça va résonner un peu aux oreilles de nos auditeurs. Il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien sûr. Et finalement, même si vous avez certains investisseurs qui ont la sensation de diversifier leur portefeuille, on se rend compte que parfois, vous avez peut-être des valeurs qui sont investies dans les mêmes secteurs. Ça peut être le pétrole, ça peut être l'industrie, ça peut être la pharmacie. Et finalement, eh bien, ces actifs vont réagir de la même manière. C'est-à-dire que quand c'est positif, tout va bien, ça monte à peu près globalement. Par contre, si dans ce secteur, il y a un événement majeur qui se passe, eh bien, l'ensemble de vos valeurs vont baisser en même temps. On appelle ça, c'est une corrélation. Il y a une corrélation positive entre l'ensemble des valeurs que vous détenez. Et donc, le client qui a la sensation de diversifier son portefeuille, donc de diversifier son risque, et en fait, il est en train d'empiler le risque. Effectivement. Et donc, c'est comme acheter des SCPI en même temps des actions dans des foncières immobilières, par exemple. Exactement. On est sur des corrélations positives dans ces classes d'actifs. Donc c'est pour ça qu'effectivement, nous, on préconise peut-être de déléguer cette gestion à des experts. Qu'est-ce que finalement l'expert peut apporter, peut faire et va faire en l'occurrence? Alors moi, j'ai plusieurs raisons qui amènent en fait l'investisseur à déléguer son portefeuille. La première, et je pense que c'est celle qui est la plus évidente, c'est le manque d'expertise. Je l'ai déjà dit. Voilà, les clients, malheureusement, ont des informations qui sont parfois même parcellaires, des sensations d'évolution du marché qui n'est pas le reflet réel de la situation actuelle. Et donc, s'appuyer sur un expert des marchés financiers, je ne suis pas seul à investir, j'ai une équipe derrière moi, on est nombreux à travailler sur ces offres. Donc, c'est intéressant de s'appuyer sur l'expertise du gestionnaire. La deuxième raison, et qui me paraît également aussi évidente, c'est le manque de temps. Bien évidemment. Gérer la gestion d'actifs, c'est un métier. Voilà, moi, je fais ça toute la journée, je ne fais que ça. C'est évidemment ce qui nous occupe du matin au soir. C'est évidemment pas le cas de nos clients, qui parfois, en plus, lorsqu'ils ont le temps de regarder leur portefeuille, les marchés sont fermés ou c'est le week-end. Donc la réactivité, encore une fois, est beaucoup plus lente pour pouvoir agir sur ce portefeuille. Et la dernière raison, pourquoi confier finalement ce portefeuille à un expert? Ça serait finalement de se dire, pour des clients qui sont avertis, par exemple, qui ont cette connaissance des marchés et qui pensent avoir assez de billes pour pouvoir travailler correctement ce portefeuille, c'est finalement s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Nous allons souvent un peu plus loin dans la diversification parce que, encore une fois, on est appuyé, on a des économistes, des stratégistes avec nous, et donc on va aller un peu plus finement dans certains investissements dans notre portefeuille. Et finalement, vous savez qu'on peut déléguer qu'une partie de son portefeuille. Le PEA profilé, c'est une poche que l'on délègue au gérant, et ce n'est pas la totalité du PEA. Et donc, voilà, pour ceux qui sont avertis, peut-être
confier une partie de ce portefeuille à un expert. Alors justement, que l'on confie tout ou partie effectivement de son portefeuille à un expert, l'intérêt aussi c'est effectivement de pouvoir avoir accès à des compositions, à des produits un peu différentes et à des méthodes aussi un petit peu nouvelles et notamment ce que vous développez de plus en plus chez Amundi, donc le PEA profilé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement en quoi ça consiste et comment il fonctionne finalement ce PEA profilé? Est-ce que ça veut dire d'ailleurs PEA profilé? Exactement, alors c'est une très bonne question. Pourquoi profilé? Parce que justement on avait besoin de pouvoir servir à chacun de nos clients une offre qui soit adaptée. C'est du quasi sur mesure. C'est du quasi sur mesure. On a 4 profils de risque dans la gestion profilée. Donc en fait chaque profil répond à l'adéquation entre la sensibilité au risque, l'horizon de placement et l'objectif patrimonial de chacun de nos clients. L'idée, c'est de créer donc des produits sur mesure. C'est le leitmotiv d'Amundi également. Et donc pour cette offre, on a 4 profils. Un profil offensif responsable avec une approche ESG qui est investi cette fois-ci en actions européennes. Un profil international et un profil dynamique et équilibre qui ont justement cette fois-ci une approche internationale dans sa gestion. Et enfin, un profil prudent qui vise à bénéficier du potentiel des marchés, mais tout en ayant quand même une approche plutôt conservatrice. Ok, donc effectivement, il y a différents profils. Et comment finalement se font les choix aujourd'hui pour vous en tant que gérant allocataire d'aller sur telle ou telle formule, entre guillemets, ce qu'on appelle un mandat, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Comment ils se font les chois pour vous en tant que gérant allocataire en fonction du profil que vous avez en face de vous? Alors du coup, les allocations, on va les déterminer dans le cadre d'un comité d'investissement. On va réfléchir justement avec les données, alors les inputs, mais c'est un gros mot, donc on va plutôt dire en fait les informations qui nous que l'on peut avoir, que l'on va recevoir d'Amundi Institute et qui vont nous permettre de guider finalement les allocations. Donc chaque profil aura une allocation différente. Et pour vous donner quelques chiffres, pour quand même, on a des bornes en fait pour chacun des profils. Un profil PEA offensif, PEA profilé offensif responsable, c'est entre 85 et 100% d'actions. Un PEA profilé dynamique, c'est entre 60 et 100% d'actions. Le PEA profilé équilibre, c'est entre 30 et 80% d'actions. Et enfin, le profil PEA prudent, lui, c'est 0 et 20% d'actions. Donc on reste quand même, vous le voyez, globalement, ce sont quand même des bornes qui sont assez larges et ça nous permet de gérer activement, finalement, nos allocations. Alors, quand on investit dans le PEA et peut-être effectivement aussi avec le PEA profilé, il y a malgré tout d'une certaine manière quelques contraintes, notamment la zone géographique sur laquelle on peut investir en action en l'occurrence. Ouais. C'est vrai, effectivement, c'est aussi parfois un frein pour certains de nos investisseurs, c'est de se dire oui, le PEA c'est très bien, mais comme on l'a précisé tout à l'heure, le PEA c'est des actions françaises ou européennes. C'est française ou européenne. Et donc je ne peux pas reprofiter du redémarrage de l'Asie par exemple avec mon PEA. Voilà, donc eh bien si. Un peu quand même. Un peu quand même. Pour cette prestation, pour cette offre, pour Boursorama, nous avons décidé de nous appuyer sur une expertise forte du groupe Amundi, c'est Amundi ETF, qui est le fournisseur, le plus grand fournisseur européen d'ETF, avec à peu près 170 milliards d'euros d'encours. Et je fais une parenthèse pour rappeler ce que c'est qu'un ETF, c'est un panier d'actions, entre guillemets, sur lequel on va mettre différentes actions, plus ou moins sur le même secteur ou par thématique. C'est exactement ça. En fait, un ETF, c'est un tracker en anglais, alors un réplicateur d'indices. On va chercher à investir dans la totalité d'un panier ou dans un panier partiel. Si on prend l'exemple du CAC 40, c'est quand même assez simple, puisque ça veut dire qu'au lieu de acheter chacune des 40 valeurs du CAC 40, avec des frais de courtage qui vont avec, et bien là, en achetant un ETF, vous avez un seul frais de courtage et vous avez les 40 valeurs dans votre portefeuille. Oui. Et donc, la particularité des ETF PEables, une des particularités des ETF PEables d'Amundi ETF, c'est justement d'avoir des ETF PEables internationaux.
Et donc effectivement, ça permet d'investir dans des actions qui sont au-delà de la zone euro. Exactement, donc pour les profils dynamiques et le profil équilibre, nous avons fait le choix d'avoir une diversification internationale. Dans ces fonds, vous avez la possibilité d'avoir des actions, des indices américains, des indices japonais ou encore d'être exposé sur les marchés asiatiques. Sur les marchés asiatiques. Et on va même un peu plus loin encore. On a la possibilité aussi d'avoir d'autres classes d'actifs que les actions. Donc dans ces PEA, notamment là j'entends le prudent et l'équilibre, vous avez aussi une exposition obligataire. Ce qui n'est pas possible généralement d'acheter des obligations en direct dans un PEA, mais là, grâce à ces ETF PEables, vous allez avoir une exposition obligataire dans ces PEA. Également. Un petit mot, parce que je reviens sur un terme notamment que vous avez donné tout à l'heure, qui est le terme de l'ESG. Ça, effectivement, c'est un mot qui est, alors que l'on entend de plus en plus de manière générale, qui se met progressivement aussi, qui prend un peu sa place aussi dans le monde de la finance et des investissements. Quel lien finalement aujourd'hui on peut faire avec l'ESG dans le PEA? Vous le rappeliez tout à l'heure, on a la capacité aussi, d'une certaine manière, de cibler des investissements un peu plus responsables grâce à son PEA ESG. Exactement. Alors l'ESG, je vous remercie pour cette question parce que l'ESG, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, en tant que gérant, mais aussi en tant que citoyen. Amundi, au 30 mars 2023, c'est, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, 1943 milliards d'euros d'actifs sous gestion et c'est 822 milliards d'euros d'encours investissement responsable. Donc quasiment 40% de nos encours sont aujourd'hui exclusivement fléchés sur du responsable. Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur au sein du groupe Amundi. Nous, l'idée, c'est de permettre à nos clients d'investir durablement sur du long terme. Et donc, nous avons fait le choix avec Boursorama d'offrir à nos clients qui sont intéressés qui ont une appétence pour l'ESG, d'avoir une offre qui soit quand même relativement dédiée. Donc il y a plus de sensibilité à l'investissement responsable au sein du PEA profilé offensif responsable, comme son nom l'indique, dans lequel on va être investi globalement sur des fonds, article 8, article 9, au sens du règlement disclosure. Bon. Globalement, ce sont des fonds qui sont plutôt 10 ans sur la partie ESG et nous allons avoir 90% des fonds dans lesquels nous investissons qui sont cette fois-ci sous un label. Alors généralement c'est le label français, le label ISR, mais ça peut être aussi un label équivalent. C'est quoi l'intérêt pour l'investisseur aujourd'hui? C'est une bonne question de me poser ça. Par conviction. Ça peut être. C'est déjà une bonne porte d'entrée. Voilà, il y a des clients dont aujourd'hui, par conviction, ils souhaitent investir dans des investissements plus responsables. L'idée sous-jacente, c'est de donner un sens à son épargne. Et parce qu'aussi l'investisseur, il a besoin de plus en plus de transparence d'une certaine manière aujourd'hui, de connaître aussi un peu la composition des produits qu'il achète. Voilà, tout à fait. Et ce que nous, on veut aussi mettre en avant, excusez-moi, c'est il ne faut pas se tromper. Sur cet investissement. L'investissement responsable, ce n'est pas un investissement qui a tendance à sous-performer un investissement classique. Au contraire, nous, ce qu'on veut mettre aussi en avant aujourd'hui, c'est de se dire qu'investir dans une entreprise qui a de l'éthique, qui ambitionne justement d'avoir un comportement durable, va justement pouvoir assumer les changements d'évolution, environnementaux ou autres, qui sont devant nous. Elles seront mieux positionnées à moyen terme. Et donc, investir aujourd'hui, c'est important. À l'inverse, investir dans des entreprises qui sont peu vertueuses, qui n'ont pas de sensibilité à l'ESG, qui finalement maltraitent un peu leurs salariés, enfin voilà, des différences de salaire très importantes entre les hommes et les femmes, ou des sociétés qui polluent, par exemple, ce sont des entreprises qui vont être, à un moment ou un autre, assujetties peut-être à des scandales financiers, de mauvaise réputation. Oui, parce que le ESG, on le rappelle, mais c'est de l'environnement, mais c'est aussi des sujets sociaux, des sujets de gouvernance. Exactement. Et donc effectivement, l'intérêt pour l'investisseur, en l'occurrence, est beaucoup plus large. Un dernier mot pour finir, avant d'avoir peut-être votre lecture un peu sur le scénario économique des prochains mois, qui conditionne naturellement aussi nos choix d'investissement à tous et à toutes. D'une certaine manière, premièrement,
On le répète et on le redit, le PEA, ça comporte des risques. Quel niveau de risque aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut répondre à ce sujet-là aux inquiétudes? Parce que c'est naturellement des questions que les épargnants se posent. Alors effectivement, investir dans un PEA, ça peut comporter des risques. Donc c'est important de bien repréciser ce point et de jauger aussi son appétence à vouloir prendre du risque. L'idée, c'est que finalement, il faut vraiment voir l'investissement dans des enveloppes fiscales type PEA, plutôt typés à risque, comme étant des investissements sur du long terme. Aujourd'hui, investir dans une épargne de long terme, c'est aussi accepter la fluctuation. Mais si vous jouez à court terme, vous allez avoir plus de difficultés à justement pallier ce problème de court terme. Et ce que j'aime aussi dire à nos investisseurs, c'est que pour éviter justement, pour pallier à ces problématiques, de se dire, bon, est-ce que c'est le bon moment pour investir, l'idée c'est de finalement investir progressivement et de manière parcellaire. Pas tout mettre d'un coup, éviter et aller au-delà de la recherche absolue de j'achète au plus bas et je revendrai au plus haut. Parce que par expérience, on voit que c'est relativement hasardeux. L'idée, c'est d'investir progressivement et d'une partie progressive de son capital et vraiment avoir cette notion d'investir dans le temps long, puisque c'est important d'avoir cette épargne de précaution pour pallier les épargnes à risque. Et un mot pour terminer sur le PEA, le conseil ultime, le sésame, le saint graal entre guillemets que vous pouvez donner aujourd'hui à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Quel conseil finalement on peut leur dire quand comme moi on a envie, allez, donc j'ai pas de PEA, on a envie de se lancer. Quel finalement le bon conseil, la bonne pratique à donner? Alors, à part de venir vous voir. Le bon conseil déjà, tout simplement, c'est d'en ouvrir un. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, des jeunes investisseurs. Et donc, le premier conseil qu'on pourrait peut-être leur donner, c'est prenez date, ouvrez un PEA avec peut-être quelques euros, mais au moins prenez date. Après, bien évidemment, les conseils que l'on peut donner en tant que gérant, en tant que professionnel de l'investissement, c'est la diversification. C'est important de pouvoir bien diversifier son portefeuille, d'être accompagné aussi, évidemment, c'est plus simple. Bon, un petit point macro en 1 minute ou 2 là, pour terminer, avoir un peu votre lecture, David Olivier, sur ce monde assez incertain là, qui nous entoure et qui conditionne, je le disais effectivement, notre regard sur l'épargne et sur la manière d'investir. Est-ce que finalement, là, au moment où on se parle, à l'été, presque à l'été 2023, c'est le bon moment pour investir? C'est des questions qu'on se pose finalement aujourd'hui. Quel est un peu votre scénario, votre lecture finalement là, des prochains mois du second semestre 2023? Alors exactement, c'est une très bonne question et je comprends aussi que nos auditeurs puissent s'interroger sur ce point. Alors à grands traits, notre scénario économique, globalement on vise une récession aux États-Unis d'ici à la fin de l'année. En Europe, on est plutôt à la stabilisation, l'équilibre. On n'aura pas probablement de récession parce qu'on a un secteur des services qui tient quand même assez bien le coup. Dans les pays émergents, c'est plus compliqué. Il y a des disparités dans la progression des croissances. Mais globalement, on voit bien qu'en Asie, que ce soit la Chine ou l'Inde, on a encore aujourd'hui des niveaux de croissance qui sont assez satisfaisants, assez solides. Globalement, les pays émergents, c'est encore le moteur de la croissance mondiale. Donc, ce scénario qui dépeint, voilà, aujourd'hui, on reste quand même globalement, parce qu'il y a beaucoup de doutes et encore des éléments qu'on a besoin de déterminer, notamment encore les politiques des banques centrales, même si on a eu quelques réponses dernièrement. Mais tout ça nous amène quand même à avoir une relative prudence, même notamment sur cet été. Donc, encore, voilà, le conseil qu'on peut donner, c'est investir progressivement dans la durée. Et normalement, voilà, on arrive à peu près passer les moments difficiles. Les moments difficiles. Merci beaucoup en tout cas, David et Olivier Azoulay, d'être venus nous voir, d'avoir dispensé vos conseils. Je rappelle que vous êtes gérant allocataire chez Amundi Asset Management. On a un peu plus compris le fonctionnement et le mécanisme du PEA et notamment de vos PEA profilés. Et si bien évidemment vous voulez en savoir plus sur ces sujets, vous pouvez vous rendre sur le e-stand de Amundi Asset Management, sur ce e-salon Boursorama, Bourso Live. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Boursorama.